Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Avec le cercle des chroniqueurs, ravi de vous savoir à l'écoute. Bonjour à toutes et à tous, où que vous soyez. À mes côtés pour vous informer, Annabelle pour sa chronique. Art pour Riel pour vous servir. Bonsoir à toutes et toutes. Au programme, un livre qui vient de paraître en France, Carson McCullers et moi, de Jen Chaplin, paru aux éditions du Portrait. Et en fin de chronique, un bonus expo à ne pas rater. En fin d'émission, nous retrouverons Valérie Beau avec un invité. Oui, alors ce soir pour ma chronique, j'écris ton nom. J'écris le nom de Because et de Vincent Vittoria, le co-porte-parole, qui sera là avec nous. Parce que Because fête ses 25 ans. Ah, 25 ans déjà. Il a même pas 25 ans, Étienne Bompé-Femme, bonsoir. Un tout petit peu plus. Bonsoir Brahim, bonsoir tout le monde. Ce soir, dans la LGBTQ Actu, on va faire le tour du monde. Slovénie, Israël, Pakistan, États-Unis et France, bien sûr. Il a 35 ans quant à lui, il s'agit de Antoine Duvignal. Bonsoir Antoine. Bonsoir Brahim, bonsoir à toutes et tous. Alors ce soir, c'est un petit retour sur le passé. Je vais vous parler de l'homophobie d'État en France. Et nous sommes avec David. Alors David, dans ta chronique Queer and Pop, tu reçois Nella Banfi. C'est un honneur pour nous tous autour de cette table de pouvoir parler avec elle du film L'ennemi fauve de Cyril Collard. Bonsoir David. Bonsoir Brahim. Oui, ce soir, on va parler avec Nella Banfi. Dépêchez-vous, car je n'ai plus beaucoup de temps. C'est avec cette phrase choc d'une honnêteté déconcertante que Nella Banfi, que nous recevons aujourd'hui, a commencé sa collaboration avec Cyril Collard. Pour ceux qui ne le savent pas, Cyril Collard, c'est l'auteur du film Les Nuits Fauves, sorti en 1992, adaptation de son roman éponyme, paru en 1989. Il nous a quittés le 5 mars 1993. Les Nuits Fauves, c'est l'histoire de Jean, jeune homme bisexuel, et de ses errances nerveuses et fulgurantes, artistiques, sexuelles, amoureuses, dans le Paris des années 90. C'est l'histoire d'un homme qui essaie de vivre avec son virus du sida, contre son virus, pour citer Corinne Blou, comédienne dans le film et compagne de Cyril Collard à la même époque. En 1993, Les Nuits Fauves remportent le César du meilleur premier film, le César du meilleur espoir féminin pour Romane Boringer et le César du meilleur montage, mais surtout le César du meilleur film. Nous y reviendrons plus tard avec notre invitée Nella Banfi. Nella Banfi, bonjour, merci d'avoir répondu à mon invitation aujourd'hui. Ravie d'être avec vous. Alors, écoute, Nella, avant de parler plus en détail des Nuits Fauves, est-ce que tu peux nous parler de la naissance de ton amour pour le 7e art ? C'est très simple. J'étais une très mauvaise élève. Je détestais l'école, le lycée, le collège. Et j'allais me réfugier dans un cinéma. Et la seule chose qui m'intéressait, c'était de voir des films. J'ai fait mon université du cinéma. Et tu te souviens d'un des premiers films qui t'a marqué à l'époque ? C'était Le journal d'une femme de chambre. Ensuite, ça a été Le Guépard. Tu as commencé avec une très très belle cinéphilie. Et je crois savoir, puisque ici tu es là ce soir à Homo Micro, que ta rencontre avec le monde LGBT s'est faite justement au travers de ta rencontre avec Cyril Collard. D'ailleurs, une rencontre qui n'aurait jamais pu se faire, si j'en crois mes sources. Tes sources sont absolument exactes. C'est-à-dire que moi, je suis d'origine italienne. Et j'étais à l'époque dans une histoire d'amour très prenante. Donc, j'étais complètement hétéro, les hommes beaux, grands, etc. Italien, un peu macho. Et arrive cet ovni qui s'appelle Cyril Collard. Et une de mes amies me tend le livre en me disant je voudrais produire ce film, est-ce que tu veux bien le produire avec moi ? Moi, je lis la 4e de couve et je lui dis mais t'as rien de plus sinistre ? Et je repars avec mon discours obsessionnel. Ah, mais pour moi, les hommes, c'est bliblibli, blablabla, costard Armani, etc., etc. Jusqu'au jour où il arrive dans mon bureau. Et là, ça a été
Ça a été une drôle d'histoire parce que tu as déjà révélé la fin. Il a ramé pendant, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure pour essayer de m'expliquer son film. Et moi, j'écoutais poliment, mais bon, je me disais, c'est pas fait pour moi. Et quand il a soulevé sa manche et qu'il a posé son doigt sur son cancer de la peau et qu'il m'a dit, il faut faire vite, j'ai pas beaucoup de temps, je suis restée avec ce regard d'une pureté absolue d'un homme qui me disait, je vais crever, bouge tes fesses. Voilà. Ça, et donc, je suis rentrée dans cet univers de façon complètement personnelle, parce que comme moi je suis profondément humaniste, si quelqu'un me demande aide-moi, j'aide. Voilà. Effectivement, c'est comme ça que tu en es arrivé à produire son film. Effectivement, ce moment important que tu racontes où il t'a montré avec son sida avancé une tâche de Kaposi. Et sur effectivement, je crois en plus que la nuit qui a suivi, tu es reparti avec le scénario et qu'en plus, tu as eu une nuit un peu particulière. Ah ben, c'est-à-dire que je suis rentrée chez moi avec le scénario et le regard. Alors, d'un côté, je lisais le scénario et je me disais, c'est pas pour moi. Je connais rien à ce monde. Je vais peut-être faire que des âneries. Et j'étais pas du tout anti. J'étais pas anti l'histoire. J'étais très préoccupée à l'époque par la montée du sida, parce que tous les jours, enfin toutes les semaines, on allait au Père-Lachaise. Donc, en fait, ce qui m'a touchée, c'est cet appel au secours. Et donc, dans la nuit, j'ai lu une première fois le scénario, je l'ai fermé, j'ai dit, bon d'accord, c'est pas pour moi. Je n'ai pas pu dormir parce que j'avais le regard de cet homme qui me disait, bouge-toi, j'ai pas beaucoup de temps. Et donc, j'ai pas dormi. Le lendemain matin, je suis allée au bureau. Pendant une semaine, j'ai pas bougé. Jusqu'au jour où Cyril a rappelé et je pouvais faire barrage. Donc, on me dit, j'ai Cyril Collard, j'ai dit, passez-le-moi. Et là, il s'est passé une chose que je ne m'explique toujours pas aujourd'hui. Je me suis entendue dire à ce garçon, je ne peux pas le faire. Voilà. Et on est parti. Et sur un ton plus rigolo, avant de te lancer dans la production et le tournage du film, tu m'as dit que, quand on a préparé cette interview, que Cyril t'avait fait une petite démonstration, pour toi qui effectivement aimait les hétéros machos italiens, de l'homosexualité masculine. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement cette anecdote? Alors, après lui avoir dit, je vais faire le film, il vient le lendemain au bureau et je lui dis, je vais être très honnête. Alors, pour moi, les hommes, c'est comme ça, c'est l'éternel discours. Et je connais rien et je comprends rien à l'homosexualité. Il m'a dit, c'est pas grave, je vais vous expliquer. Et le lendemain, il est arrivé avec des Legos et il m'a montré toutes les possibilités. Voilà. Écoute, Bécassine avait compris. Au moins, c'est efficace. Et je crois savoir qu'au début, il y avait eu plusieurs personnes intéressées par le rôle principal du film, dont Patrick Bruel. Et en fait, je crois non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas tout à fait. C'est Cyril qui souhaitait avoir un comédien pour interpréter son rôle. Et évidemment, vous pouvez bien imaginer qu'à l'époque, tout Paris refusait. Il faut remettre ça dans le contexte. On est en 91. Le sida, c'est la peste. Être séropositif, c'est être dangereux. Donc, pas un acteur n'a accepté. Et effectivement, lui, il souhaitait Patrick Bruel. Et finalement, je crois que pour toi, c'était très important que ce soit lui qui interprète le rôle principal de Jean. Alors, si j'ai fait une chose intelligente en produisant ce film, c'est en exigeant que ce soit lui qui l'interprète. Parce qu'en fait, personne d'autre pouvait l'incarner. Et je pense que tu as bien fait. Et ben voilà. Et j'ai réussi à le convaincre un soir dans un resto russe à la vodka. C'est une bonne technique. C'était jamais triste avec lui.
C'est l'impression que j'ai eu en plus, vraiment, en plus, il y a une relation justement pour toi qui était très déconnectée au début de ce monde et qui connaissait pas Cyril Collard avant. J'ai l'impression qu'il y a eu une vraie fusion. Moi, dans tout ce que j'ai vu autour de l'équipe du film, les gens disent que vraiment, pour toi, c'était clairement quelque chose de très très important, qu'il y avait quelque chose qui tenait à servir et protéger, et Cyril et le film. J'ai entendu des gens dire Nella inventait l'argent pour le film. Toi, je t'ai entendu dire dans une interview il y a quelques temps que j'ai vu que tu disais, je te cite, déposer le bilan de ma boîte de prod pour L'Ennemi Fauve, ce serait un honneur. Donc en fait, est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots comment cette relation que tu as eu avec Cyril sur le tournage, comment ça s'est passé et à quel point ce film était important pour toi, c'était important d'aller pour toi au bout, d'autant plus que je crois qu'en plus, pendant le tournage, Cyril a été hospitalisé plusieurs fois. Effectivement, il a été hospitalisé 2 fois. Mais en fait, comme moi je suis quelqu'un de pragmatique et basique, tu me demandes de t'aider, je t'aide. Donc, j'ai très vite compris qu'il fallait que je devienne une mère juive pour le protéger. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait la mama italienne. Donc, j'ai mis tout autour de lui des barrières, pas pour le couper du monde, mais pour le protéger. J'ai viré les dealers qui venaient, qui étaient ses potes, qui venaient sur le tournage. J'ai viré le chef opérateur, le directeur de production, le premier assistant, après 4 jours de tournage. Donc, j'ai vraiment porté le film à bout de bras. Et écoute, merci à toi, parce qu'on a vraiment en plus un film exceptionnel qui est encore très, très important, 20 ou même 30 ans plus tard. Le temps passe, dis donc. Mais c'est sans doute parce qu'on a allié nos forces. Il y avait quelque chose de l'énergie du désespoir. Il y avait quelque chose qui n'avait plus rien à voir avec la production. Et justement, pour rebondir là-dessus, je me suis posé la question. Il y a une scène où on voit Cyril, donc le personnage de Jean, aller chez le médecin pour se faire retirer une tache de Kaposi, la faire disparaître au laser. C'est une scène mise en scène ou c'est quelque chose que vous avez filmé, quelque chose qui se passait vraiment? Médecin. C'était son médecin. C'est une scène réelle. D'accord, donc en plus, effectivement, c'est intéressant plus pour documenter ce qui se passait vraiment. Effectivement, c'est quelque chose que j'avais jamais vu nulle part dans aucun autre film de cinéma. Donc c'est effectivement... Je pense que c'est tout bêtement, ne serait-ce que du maquillage à faire, c'est insupportable. Non, ça c'est effectivement une bonne remarque. Ça aurait été, je pense, effectivement extrêmement indélicat. Et pour avancer un petit peu dans le temps, est-ce que quels sont tes souvenirs? Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette cérémonie des Césars qui a été quelque part un triomphe au niveau de la reconnaissance du film, mais qui devait être quand même un petit peu étrange pour vous en l'absence physique, j'ai envie de dire, de son auteur? Est-ce que tu peux un peu nous parler de cette conclusion qui, j'imagine, émotionnellement devait être un peu schizophrène en termes d'émotion? Ah non, c'était mon pire cauchemar. Moi, je ne suis absolument pas un personnage public. D'ailleurs, si c'était pas pour toi, David, j'aurais pas fait l'interview. Il y en a très peu d'interviews de moi que j'ai très souvent refusées. Mais Cyril, quand on a eu les nominations, a exigé que la seule personne qui puisse le représenter, ce soit moi. Donc, encore une fois, j'ai fait le petit soldat. Mais imaginez un peu la chose. Cyril meurt le vendredi. La cérémonie des Césars, c'est le lundi soir. Il est enterré le mercredi. Vous imaginez un peu le contexte? Alors, d'un côté, il y avait la presse qui se déchaînait sur ce qui allait devenir le mythe Collard. Et de l'autre côté, il y avait un immense désespoir pour nous d'être seuls avec ce film sans lui. Donc là, c'est la seule fois dans ma vie où j'ai pris un tranquillisant. C'est la seule fois. Pour tenir debout. Et je dois dire que j'ai été soutenue par des gens du métier comme Daniel Toscan du Préanté et Claude Sautet,
qui a été absolument admirable avec moi. Bon, bah écoute, on les remercie, puis on te remercie aussi toi d'avoir porté ce film, on peut dire littéralement du début, de l'absolu début jusqu'à la fin, parce que c'est un film très très important. Et d'ailleurs, tu me disais que vous étiez en train d'hésiter, de penser à une éventuelle ressortie l'année prochaine, c'est ça ? Au mois de mars, ça sera 30 ans, on sera à 30 ans de la mort de Cyril. Flammarion va ressortir le livre. Et nous, je veux dire, l'équipe du film, les amis proches, on essaye d'inventer quelque chose. Est-ce qu'on va y arriver ? Je ne sais pas encore. Non, bah écoute, moi j'espère... L'idée, ça serait de permettre à la nouvelle génération de voir ce film, qui n'a pas vieilli en termes de message qu'il porte. Il est juste daté sur les costumes, sur les coiffures, sur ces choses-là. Oui, je l'ai revu la semaine dernière, on en a parlé en plus en antenne pour cette interview aujourd'hui. Et effectivement, le film est toujours très moderne. En plus, comme on en a parlé ensemble, il parle aussi de problèmes de santé mentale, aussi de façon très très avant-gardiste pour l'époque. Et effectivement, je pense que c'est un film toujours important. Je vais te laisser un court instant avec une chroniqueuse, Annabelle, qui avait également une question à te poser. Absolument. Bonjour Nella. Bonjour. On sait que le cinéma peut être un milieu particulièrement sexiste. Est-ce que ce n'était pas trop difficile en tant que femme de naviguer et d'exister dans ce milieu à l'époque ? Alors, moi, j'ai toujours été portée par la passion. Et comme je suis quelqu'un d'extrêmement déterminé, on m'appelait Calamity Jane dans le métier. Donc, j'ai clivé le sexisme. C'est-à-dire que si quelqu'un commençait à rentrer dans ce créneau-là, j'étais plutôt du côté « c'est moi qui gifle ». Donc, je peux pas dire que j'en ai souffert, parce que j'ai toujours été portée par le talent de mes auteurs. Parce que j'ai fait Cyril Collard, mais j'ai fait découvrir Nanni Moretti en France, donc j'ai toujours été au service du talent. Et pour ça, justement, on t'en remercie. Merci d'avoir été au service du talent. Je trouve que c'est effectivement une très belle conclusion pour parler de la façon dont tu as porté Les Nuits Fauves, mais aussi tous les autres films. Pour découvrir ton travail, foncez sur le DVD des Nuits Fauves ou attendez sa ressortie, on espère, l'année prochaine. Je vous conseille aussi Journal intime de Nanni Moretti ou par exemple Anaos de Éric Rochant. Écoute, franchement, merci d'avoir répondu à mon interview. Je suis très touché, comme tu l'as dit, précisé aujourd'hui, ce soir. T'en donnes pas forcément énormément. C'était un véritable plaisir de pouvoir parler sur ce film. Et en plus, pour moi, c'était un prétexte pour revoir Les Nuits Fauves en DVD, donc rien que pour ça, merci beaucoup. Et puis, écoute, on va inviter les gens à revoir Les Nuits Fauves, et puis je te souhaite une très très belle soirée, et encore merci infiniment, Nella. Et merci à vous de m'avoir reçu. Merci, à bientôt. À bientôt. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Formidable interview, formidable grande dame dans notre émission. On a pris le temps d'échanger avec elle. Tu as pris le temps d'échanger avec elle. C'est vraiment formidable, David. Nous enchaînons maintenant avec l'actualité LGBTQI+, avec notre ami Étienne Bompé-Femme. Un tour d'Europe pour commencer ? Oui, bonne nouvelle, la Slovénie a autorisé mardi dernier le mariage gay et l'adoption par des couples de même sexe. Le pays, issu de l'éclatement de la Yougoslavie, est le premier État anciennement communiste à entériner cette réforme en Europe, la plupart de ces pays n'autorisant ni union civile ni mariage pour personnes de même sexe. Au contraire, en Hongrie, l'évocation de l'homosexualité devant des mineurs est passible d'une amende depuis l'été 2021. Si le Parlement slovène a dû proposer cet amendement, voté par 48 députés contre 29 contre et une abstention, c'est parce que la plus haute instance judiciaire avait estimé que la loi définissant le mariage comme la seule union d'un homme et d'une femme faisait subir une discrimination aux couples gays et lesbiens. Elle avait donc suspendu les articles contestés avec effet immédiat et ordonné au Parlement d'amender le texte dans un délai de 6 mois. C'est chose faite, comme quoi on peut parfois croire en la justice. Tu vas nous faire voyager, on passe au Moyen-Orient maintenant. Oui, moins gai cette affaire. Le magazine américain The Advocate nous révélait la semaine dernière l'assassinat en Israël d'Arman Abou Maria, un réfugié palestinien gay qui attendait l'asile du Canada. Il a été retrouvé décapité mercredi. Un suspect a été arrêté après avoir fait circuler des images de son meurtre sur les réseaux sociaux. Bien qu'il ait reçu des menaces de mort du fait de son homosexualité, la police n'a pas considéré qu'il s'agissait d'un crime homophobe. Ahmad avait fui la Palestine où il était persécuté et menacé de mort pour son orientation sexuelle. Et que se passe-t-il en Asie ?
The Advocate, toujours, nous apprend qu'un sénateur pakistanais souhaite que le genre d'une personne soit défini par sa façon d'uriner. Non, c'est loin d'être une blague. En 2018, la loi palestinienne avait évolué pour permettre aux personnes transgenres de choisir leur identité de genre et faire modifier tous leurs documents officiels pour que ceux-ci reconnaissent leur identité. Aujourd'hui, certains législateurs et religieux estiment que cette loi entre en contradiction avec les enseignements islamiques relatifs à l'identité de genre et que, pire, cette loi pourrait ouvrir la voie au mariage des personnes de même sexe, ce qui est pour l'instant interdit au Pakistan. Notons que partout ailleurs, cette loi n'a pas arrêté la transphobie dans le pays. Au moins 20 personnes transgenres ont été tuées au Pakistan en 2021 et des sénateurs locaux estiment que la loi sur l'identité de genre ne doit concerner que les personnes qui, je cite, ont une part de femmes et d'hommes en eux, les intersexes en gros, et que ceux qui sont 100% femmes ou 100% hommes ne doivent pas pouvoir choisir leur genre. Pour eux, il faudrait un suivi psychiatrique plutôt qu'un changement d'état civil. En effet, toujours selon ces sénateurs, cela ouvrirait la porte à toutes les fenêtres et les 200 millions de Pakistanais pourraient se mettre à vouloir être n'importe quoi. Ça bouge du côté des États-Unis chez les jeunes. Oui, plus de 12 000 écoliers et étudiants virginiens ont marché mardi en protestation contre une proposition de loi anti-trans. Le gouverneur Glenn Youngkin propose en effet de revenir sur une loi de 2020 qui encourageait les établissements scolaires à prendre des mesures pour réduire les stigmatisations sociales et augmenter l'opportunité d'intégration sociale pour que tous les étudiants puissent de manière égale accéder à un enseignement scolaire, y participer et réussir à l'école. Les étudiants pouvaient alors choisir leurs pronoms et disposer de toilettes appropriées à leur identité de genre. Les nouvelles règles imposent désormais, au contraire, au personnel éducatif d'employer le prénom et le genre inscrits sur la pièce d'identité, que les étudiants jouent uniquement dans les équipes sportives correspondant au genre qui leur a été assigné à la naissance et qu'ils utilisent les toilettes qui correspondent à leur sexe. L'autorisation parentale sera nécessaire avant d'employer un autre prénom ou pronom et, dans la même lignée, ces règles forcent le personnel éducatif à outer les enfants ou étudiants auprès de leurs parents, considérant que ces derniers doivent en être informés et pouvoir s'y opposer. États-Unis toujours. Un juge fédéral texan a déclaré qu'il était tout à fait approprié à un employeur d'ignorer les recommandations de l'administration Biden envers le traitement des employés LGBTQI+, notamment les personnes transgenres. Ce juge se présente comme un allié à la cause LGBTQI+. Oui, les employeurs ne doivent pas discriminer leurs salariés sur la base d'une non-orientation sexuelle ou identité de genre, mais l'interdiction ne doit pas s'étendre à, je cite, toutes les conduites corrélées. Ainsi, elles ne doivent pas obliger les employeurs à autoriser les salariés à utiliser les toilettes correspondant à leur identité de genre, à s'habiller suivant cette même identité, ni employer le pronom qui correspond le mieux à cet employé. Alors, madame, enfin, monsieur, vous êtes attendu lundi en moustache et costume, peu importe comment vous habillez le soir et le week-end. Quel progressisme. Et du côté de chez nous, alors, en France ? Alors, c'est mieux. Pour tenter d'endiguer ce genre de comportement inapproprié au bureau, SOS Homophobie a sorti la semaine dernière une formation en ligne d'une 30aine de minutes qui doit permettre aux salariés du public et du privé à apprendre à reconnaître les discriminations contre les personnes LGBTQI+, et de savoir comment y faire face. Je peux vous assurer que cette formation est essentielle face à l'homophobie ordinaire qui pullule encore dans nos entreprises. J'invite donc tous les RH à l'imposer à leurs salariés, même si ça n'endiguera pas l'oppression des LGBTQI+, au moins nos bourreaux ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Merci Étienne. Un tour de table. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces infos, Valérie ? C'est toujours très effrayant ce qui se passe. Voilà, je suis rassurée. Le fait des actions de SOS Homophobie, c'est qu'il y a même chez nous beaucoup de choses à faire. Donc je vais m'empresser de la regarder et de la diffuser. Ouais. Voilà, merci. Annabelle ? Oui, je rebondis sur la news française avec SOS Homophobie et la discrimination LGBT+, dans le monde du travail. Et souligner par ailleurs que demain, il y a les rôles modèles de l'autre cercle et qui promeut les rôles, les leaders, les dirigeants LGBT+, mais aussi les alliés LGBT+. Donc ça fait parfait écho à l'actualité de demain. David ? Non, comme dit Valérie, il y a encore beaucoup de boulot partout. Moi, j'ai fait des grands yeux à cette histoire de selon comment on urine, c'est ça qu'on met dans, c'est ça notre genre. Enfin bref, ça me dépasse. Je me demandais si quelqu'un des gens ici autour de la table avait vu l'émission ou pas sur la transidentité d'M6. Annabelle Acquiesce, ça valait, en un mot ou deux, ça valait quoi ? J'ai pas regardé jusqu'au bout. En fait, c'est au niveau du débat où on voyait que le reportage était coupé à plusieurs reprises. Et ça représentait plus grand-chose, en fait. Ouais. Voilà. Parce qu'il y avait eu beaucoup de... Il y avait beaucoup d'associations qui avaient
dénoncer cette émission. Il manquait quelques acteurs clés. Voilà. Non, mais le reportage, sinon, en tant que tel, était intéressant. Mais le débat, beaucoup moins. Antoine Duvignal. Oui, pour mes mots, l'Arabie Saoudite, le crime de sodomie, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, pour un célibataire, c'est la lapidation, et pour un homme marié, c'est la lapidation, et pour un célibataire, c'est 100 coups de bâton. Voilà, ça c'est l'Arabie Saoudite. Et ben voilà, et ça fait peur. Notre invité qui vient de nous rejoindre, Vincent Victoria, co-porte-parole de Because, qui interviendra donc en fin d'émission. Ton point de vue et de ce que tu as entendu jusqu'à maintenant? Je dirais bien que on a des évolutions réelles au niveau de certains éléments de notre société, de la Slovénie, c'est intéressant. Par contre, les réactionnaires, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur politique ou tout ça, ça a encore beaucoup d'activités. Merci. Et on enchaîne avec toi, Étienne. Tu nous proposes un très beau morceau musical. Oui, la semaine dernière se tenait le procès de 17 personnes jugées pour le cyberharcèlement d'Eddie de Pretto, suite à un concert qu'il a donné à l'église Saint-Eustache à Paris, où il a chanté « À quoi bon ?», morceau dans lequel il évoque son rapport à son homosexualité et à la religion, et dans lequel il emploie le mot « sodomite ». À l'issue de sa performance, il avait reçu 3000 messages d'insultes et de menaces de mort sur les réseaux sociaux. 3 à 6 mois de prison ont été requis pour les 17 personnes. Alors, pour apporter tout mon soutien à Eddie de Pretto, je vous propose d'écouter sa chanson « À quoi bon ?» Même si on oublie toutes mes sorties de route et pire, pardonne-moi, j'en doute, toi serais-tu capable d'en sourire? Je crois que je ne suis pas prêt à te montrer mes dérives. Il fait déjà trop noir, elles ne feront que tout assombrira. Mais ça te fait rugir de me voir tomber en ruine. M'aimeras-tu quand même si je reste toujours tout aussi libre? Je crois que je ne suis pas fait pour obéir à ta Bible. Je sais ce qui te plaît, je crois que je n'ai pas lu les bons livres. Mais tu me diras non, c'est trop, tu n'es pas assez sain. Pour venir dans tes rangs, il faut n'avoir fait presque rien. Regarde-moi, je suis déjà passé à ça, la chute, putain. Mes antécédents font que je ne suis pas assez bien. À quoi bon? À quoi bon? À quoi bon et pourquoi faire? À quoi bon tout pour te plaire? À quoi bon tout ça pour rire? À quoi bon? À quoi bon et pourquoi faire? À quoi bon tout pour te plaire? À quoi bon mieux vaut l'enfer? À quoi bon? Moi je côtoie tous les drugstores et les rapstars des squats nord, où on ne connaît pas ses limites, où les drogues fortes ne prennent pas de cuite. En plus de ça, sur je consomme ces petits hosties dont je raffole, qui me font chanter sur des rythmes qui n'ont je crois rien de catholique. Et je te parle pas du doggy dog qu'on ne peut pas prendre en doggy bag. Putain c'est systématique, je tombe en 8, je me plie en 4. La dernière fois on était comme, je sais plus très bien, peut-être 18. Y'avait même des sodomites, je me souviens plus, j'allais en OD. Mais tu me diras non, c'est trop, tu n'es pas assez sain. Pour venir dans tes rangs, il faut n'avoir fait presque rien. Regarde-moi, je suis déjà passé à ça, la chute, putain. Mes antécédents font que je ne suis pas assez bien. À quoi bon? À quoi bon? À quoi bon et pourquoi faire? À quoi bon tout pour te plaire? À quoi bon tout ça pour rire? À quoi bon? À quoi bon et pourquoi faire? À quoi bon tout pour te plaire? À quoi bon mieux vaut l'enfer? À quoi bon? Donne-moi juste une bonne raison de lâcher ce qui me tue.
Ce qui d'après toi fait de moi une petite tepu. Je crois que je ne suis pas prêt à lâcher ce qui me rue dans mes petits péchés que tu ne voudras pas voir non plus. Mais tu me diras non, c'est trop, tu n'es pas assez sain pour venir dans tes rangs. Il faut n'avoir fait presque rien. Regarde-moi, je suis déjà passé à ça, la chute, putain. Mes antécédents font que je ne suis pas assez bien. À quoi bon? À quoi bon? Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Chez nous, non pas avec Brahim Naik Balk, mais Annabelle Guiraud. Art pour Riel. Aujourd'hui, dans Art pour Riel, on va parler d'un livre, Carson McCullers et moi de Jen Chaplin, paru le 7 octobre aux éditions du Portrait. De la jeunesse du livre à son contenu, tout est histoire de hasard logique. Allez, je vous emmène sur les traces de Jen Chaplin, autrice archiviste américaine de 35 ans, et Carson McCullers, l'une des autrices les plus importantes d'après-guerre. Tout commence quand Jen Chaplin, alors âgée de 25 ans, est en doctorat d'anglais à l'Université du Texas. Elle effectue un stage aux archives du Harry Ransom Center. Elle tombe sur la correspondance entre Carson McCullers et l'écrivaine Anne-Marie Schwarzenbach. Saisie par l'intimité qui se dégage des lettres, Jen décide de partir sur les traces de Carson pendant plus de 6 ans. Jen Chaplin découvre une Carson McCullers différente des biographies parues jusqu'alors. McCullers est en réalité une véritable figure féministe, une icône lesbienne. Carson McCullers et moi est un livre de 273 pages, découpé en 80 courts chapitres qui donnent du mouvement, de la dynamique au récit. Un peu comme si on accompagnait Jen dans ses recherches et ses découvertes. Des découvertes sur McCullers, bien sûr, et sur Jen aussi. Car oui, dans cet ouvrage, on apprend à connaître Carson, son homosexualité, la place de l'amour dans sa vie, son invisibilité visible et sa visibilité invisible. Et en même temps, Jen s'appuie sur son existence, son expérience de lesbienne pour comprendre et connaître Carson. Cet ouvrage est en fait une biographie de Carson McCullers et une autobiographie de Jen Chaplin. On l'a dit, l'autrice est archiviste, et cela, elle ne peut pas le cacher. Le récit transpire la plume méthodologique de l'archiviste, c'est vrai, on a l'impression d'être avec Jen Chaplin et de participer aux recherches. Elle écrit tout ce qui a trait au contexte. Elle ne veut pas perdre la moindre bribe d'information qui pourrait s'avérer utile. Capturer tout ce que peut témoigner. Pour mieux comprendre et apprendre Carson, Jen s'identifie aussi à son héroïne. Elle entre dans la peau de McCullers. Elle s'engage de tout son être. Elle séjourne dans la maison d'enfance de Carson, fait l'inventaire de ses vêtements et objets personnels, lit ses lettres et transcriptions de thérapie. Et vraiment, Jen ne comprend pas comment les biographes ont pu passer à côté d'une telle évidence. Jen est tellement ulcérée que cela amène à un passage humoristique d'ailleurs dans le livre. Une sortie théâtrale imaginaire de Jen parmi les biographes spectateurs qui ne comprennent rien à l'histoire, pourtant devant leurs yeux. Carson était bien lesbienne, et l'amour était essentiel pour elle. Certainement qu'il ne fallait pas l'écrire dans les années 30-50, dans une Amérique du Nord très puritaine, blanche, hétéronormée. Ah tiens, une transition à point nommé pour préciser que ce livre est aussi un récit d'histoire sur les queers américains des années 30-60. Prenons McCullers, qui a eu le syndrome de la feuille blanche, et l'a amené à faire une thérapie. Eh bien, on apprend au détour de cet épisode de vie que les lesbiennes qui consultaient pour des troubles du sommeil et d'anxiété se trouvaient en thérapie de conversion. En littérature, le lesbianisme était censuré, sauf si la protagoniste finissait avec un homme ou mourait ou encore se suicidait. En fait, cette culture patriarcale hétéronormée représentait les lesbiennes comme des femmes torturées, folles, inaptes à la vie. Au sein de la société américaine, il ne faisait pas bon de dire d'être lesbienne. On finissait fichée, espionne, sympathisante communiste, renvoyée de son travail. Il fallait donc se tenir à carreau hétéronormé. Qui plus est, il y avait un encouragement à la délation d'État. Et oui, certains citoyens avaient un permis accordé par le FBI pour surveiller le comportement de leurs amis et voisins dans l'intérêt de la sécurité nationale.
Avec tout ça, on peut comprendre que la vie sentimentale publique de Carson McCullers était celle d'une femme mariée. Quant aux biographes, ils ne s'aventuraient pas sur le terrain du lesbianisme de Carson, même si les archives sont emplies de preuves queer indiscutables. Tout au plus, ils écrivaient que Carson avait des amis, colocataires, amis spéciaux, chers amis, amis intimes, compagnes de route, bon ami, obsession, flirt. Dans la réalité, Carson était marié avec un mari possessif, homophobe, gay refoulé, qui ne supportait pas que Carson ait des amis imaginaires, comme il disait. Cet amour saphique qui doit rester irréel, invisible, au placard. Alors moi, je recommande vivement ce livre, surtout pour les passionnés d'archives et d'histoire de la visibilité lesbienne et plus largement de la visibilité LGBT+, au cours du XXe siècle. Carson McCullers et moi, aux éditions du Portrait. Et petit bonus de fin de chronique, car je vous ai promis un petit bonus expo, eh bien, c'est en ce moment, c'est au musée Carnavalet à Paris. Parisienne citoyenne, engagement pour l'émancipation des femmes. Courez vite découvrir cette expo riche d'archives en tout genre. Car oui, être femme est un combat visible et invisible de tous les jours. Encore en 2022. Et toujours en 2022, Antoine ? Oui, non, pour Carson McCullers, il y a un autre livre que moi j'ai adoré, que j'offre régulièrement, c'est The Heart is a Lonely Hunter. Le cœur est un chasseur solitaire, qui est un très très beau livre et qui décrit bien le sud des États-Unis dans les années 40 et aussi Reflet dans un œil d'or, qu'il ne faut pas oublier, qui est un très grand un très grand livre et qui a été adapté au cinéma, qui d'ailleurs fait allusion avec Marlon Brando, oui absolument. Et qui est très proche de la vie de Carson McCullers elle-même, quand tu parlais de son mari qui était très homophobe, etc. Enfin, voilà. Donc c'est vraiment une grande autrice de la littérature américaine, et vraiment il ne faut pas passer à côté, et elle n'est pas très très connue en France. Alors justement, comment tu l'as découvert, Annabelle, le livre ? Je voulais juste préciser que j'avais fait une chronique justement sur Carson McCullers, et je suis étonnée... Peut-être que son mari, effectivement, était possessif, etc. Mais c'est quand même marié 2 fois avec le même homme. Avec le même homme, absolument. Donc c'est peut-être pas non plus un hasard. Et est-ce qu'elle-même se disait lesbienne ou finalement, c'est une interprétation, elle était bisexuelle? Donc là, effectivement, elle était LGBT. Peut-être qu'on peut laisser le flou parce qu'on ne sait pas forcément. Dans les archives, elle a plusieurs... on répertorie plusieurs amantes. Oui, mais enfin, une chose n'empêche pas l'autre. Et je pense que son mari était une vitrine pour le monde. Une vitrine sur laquelle elle a récidivé. Ils partageaient l'écriture quand même, donc ils avaient une relation assez forte, je crois aussi, avec alcool et drogue, qui les mettait dans des états un peu particuliers. On peut penser qu'elle était simplement bisexuelle. Oui, c'est aussi possible. Mais c'était une grande amie aussi de Tennessee Williams. Oui. Et toute la bande, il y avait toute une bande autour. Et la découverte de ce livre, Annabelle ? Eh bien, on te l'a offert ? On me l'a offert, oui, en avant-première. Ouais. Merci pour cette découverte. Ça fait plaisir que vous connaissez finalement. Ah oui, Antoine Duvignal et Valérie. Quand même, oui. Tu vas reprendre la parole. Oui, je la garde alors. Antoine Duvignal, pour une page d'histoire, l'homophobie d'État en France. Oui, absolument, oui. On connaît la raison d'État, les scandales d'État. Il existe aussi ce que l'on pourrait appeler l'homophobie d'État. Cette homophobie se trouve malheureusement dans des pays faisant partie de l'Union européenne. C'est le cas de la Hongrie, dont le Parlement a voté, Étienne le rappelait tout à l'heure, en 2021, une loi interdisant aux moins de 18 ans la lecture de livres traitant d'orientation sexuelle différente de la norme. Le cas aussi de la Pologne, qui se distingue par des mesures parfois légales de stigmatisation et de discrimination vers les LGBT. Et ne parlons même pas, je l'ai fait tout à l'heure, des pays musulmans qui appliquent la charia. Eh bien, de manière très différente et dans un tout autre contexte, la France, elle aussi, fut un temps un État homophobe. Alors, petit retour sur le passé. La stupidité, appuyée sur la prétention scientifique, émerge en 1880. L'homosexualité est déclarée maladie mentale. Elle est considérée comme une perversion sexuelle, elle n'est pas encore juridiquement condamnée, mais elle est médicalisée. Pendant plus d'1 siècle, l'homosexualité restera une maladie et il faudra attendre 1990 pour que l'OMS la raye de la liste des maladies mentales. C'est avec le régime de Vichy et la loi du 6 août 1942
que l'on passe au stade supérieur, c'est-à-dire à une législation assimilant homosexualité et pédocriminalité. L'article 331 du Code pénal, adopté en 1942, établit une discrimination autour de la majorité sexuelle. Elle est abaissée à 15 ans pour les relations hétérosexuelles, mais reste alignée sur la majorité civile, 21 ans et plus tard 18 ans, pour les relations homosexuelles. Vichy, en fait, se cache derrière son petit doigt, car sous prétexte de protéger les enfants, c'est bien l'homosexualité qui est ciblée. Cette loi est complétée d'ailleurs par une autre mesure qui crée le délit d'acte impudique ou contre nature avec un individu mineur de même sexe, délit pouvant être puni de 3 ans de prison. Après la guerre, avec l'arrivée, je vous ferai pas toute l'histoire de France, mais après la guerre, avec l'arrivée du pouvoir du général de Gaulle, on aurait pu imaginer que ces lois homophobes prises par Vichy seraient immédiatement abrogées. Eh bien non. Le gouvernement provisoire du général en remet une couche avec l'ordonnance du 8 février 1945, portée par le ministre de la Justice de l'époque, un certain François de Menthon, par ailleurs grand résistant. Cette ordonnance revient sur la notion d'acte contre nature et la limite à ceux qui ont des relations avec les personnes de même sexe de moins de 21 ans. En continuant encore un petit peu, je vous rassure, ça va bientôt être fini. Dans la loi du 30 juillet 1960, cette fois, le général est revenu au pouvoir, depuis 1958. Une nouvelle étape est franchie. L'amendement Mirguet, du nom du député Paul Mirguet, introduit en France l'homosexualité dans la catégorie des fléaux sociaux. L'homosexualité se retrouve placée dans la même catégorie que la toxicomanie, le proxénétisme ou la prostitution. C'est rien que ça. L'homosexualité devient un fléau dont nous devons protéger nos enfants, je cite. Pour la petite histoire, dit le député Mirguet, pour la petite histoire, le député Mirguet est très influencé par les positions de certains psychiatres catholiques. Voilà, on vient quand même de là. Cette loi du 30 juillet 1960, où figure l'amendement, fut encore complétée par une ordonnance suivante du 25 novembre, etc., de la même année. Quand on est en si bonne voie, pourquoi s'arrêter ? Qui prévoit un doublement des peines minimales encourues pour outrage à la pudeur quand il s'agira d'un acte contre nature avec un individu de même sexe. Cette législation discriminatoire va ainsi créer pour les homos un environnement hostile s'ajoutant au harcèlement policier déjà existant et à l'infamie judiciaire. Enfin, le 29 avril 1981, pendant sa campagne électorale, François Mitterrand déclare que l'homosexualité doit cesser d'être un délit. Il tient parole et, à son arrivée au pouvoir, une loi d'amnistie est tout d'abord votée pour les condamnations en cours. Parmi les délits amnistiés, d'ailleurs, figurent les infractions relevant de la loi de 1942. Puis ensuite, la loi de Vichy sera définitivement abrogée avec toutes les autres mesures discriminatoires. Tout ça sera abrogé le 4 août 1982, instituant ce qu'on appellera la dépénalisation de l'homosexualité. Voilà. Et au passage, un grand coup de chapeau à Robert Badinter et à Gisèle Halimi. Merci pour cette belle page d'histoire. Qu'est-ce qui t'a inspiré en ce qui te concerne d'écrire revenir un peu en arrière Revenir un peu en arrière, oui, quand même, parce qu'on oublie, justement, on oublie que la France a aussi été un État homophobe, et je trouve que, voilà, c'est pas du parti pris pour faire valoir les bonnes mesures de Mitterrand, mais c'est important de savoir d'où on vient, quand même. Merci, Anthony Vignal. Homo Micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Retour à la musique. Oui, tout à fait. D'ailleurs, bonsoir à tous en même temps, parce qu'on n'a pas eu le temps de se dire bonsoir à ce moment-là. Voilà, j'espère que vous allez bien. D'ailleurs, j'espère que vous passez une très très bonne émission, chers auditrices, chers auditeurs. Du coup, aujourd'hui, et en tout cas ce que je vous propose pour cette musique, c'est une fraîcheur que j'ai trouvée, c'est une nouvelle pépite que j'ai trouvée d'ailleurs en cherchant sur Spotify, justement, je voulais trouver quelque chose de fun. Et d'un coup, je suis tombé sur cet artiste qui s'appelle Joy. Et honnêtement, il fait quelque chose de plutôt frais, je dirais plutôt de la deep house et de la chill house même, que j'aime énormément parce qu'il y a aussi un peu de funk dedans, qui me rappelle aussi notamment certains passages en disco et en boîte aussi que j'ai fait, qui vraiment ont été très très sympas. Et j'ai retrouvé cette ambiance en tout cas en écoutant ce morceau, et du coup je voulais vous le faire écouter. Alors tout de suite, on écoute Anonymous de Joy. You are hearing Joy.
We want you to feel something, whether bad or good. Just sit in that feeling. Don't it make you feel so good? 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 That's courage, you know. Don't it make you even just to live. To wake up each day, to feel something in a new and different way. I just want you to feel. Doesn't matter what you feel, but revel in that feeling. Gee. Don't it make you feel so good? Don't it make you feel so good? Don't it make you feel so good? Feel something. Don't it make you feel so good? Don't it make you feel so good? Don't it make you feel so good? Homo Micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Merci pour ce morceau musical. Nathan, je suis vraiment très ravi d'être avec Antoine Duvignal qui est avec nous, aussi David que vous avez entendu tout à l'heure avec son invité, Annabelle, derrière moi, je ne sais pas ce qu'il fait derrière, bien sûr, Étienne Bompé, femme, merci pour ce morceau. Et nous enchaînons maintenant avec l'association Because qui fête ses 25 ans par un concert le 18 octobre prochain à la Foisonnante dans le 19e arrondissement. Vincent Victoria, avant d'évoquer l'histoire de l'association, parle-nous d'abord de cette soirée. Eh ben, c'est une soirée où il y aura un beau programme concocté par notre ami Christophe Madrol à deux pas d'ici, 123 avenue Jean Jaurès, avec un autre grand chanteur de chansons françaises, Yann Alexander, Maïk Dara qui a doublé Whoopi Goldberg dans l'adaptation française de Sister Act, Ice Dragon, Betty Seymour, Benjamin Parker, la participation d'une certaine Valérie Ribaud, j'en ai entendu parler, je ne sais pas qui c'est. Voilà, et Lou Trottignon en première partie. Donc voilà, c'est un beau programme et une grande salle, dit-on. Donc, tu ne savais pas, Vincent, mais Valérie est là. Quelle surprise! Quel bonheur de te recevoir ce soir. Alors, Because a été une grande et belle rencontre dans ma vie. Une association dans laquelle on rentre et on a l'impression aussi d'être dans une grande famille.
C'est une association donc, qui perdure depuis 25 ans. Et est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de l'association ? Déjà, l'histoire, la genèse, elle est très typique puisqu'il s'agit d'une association qui est née après 1 an et demi de groupe bi au centre gay et lesbien de l'époque. Donc c'était CGL, pas CGLB, quoi. Il manquait le B. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait eu dans un cercle du Vendredi des femmes, des femmes lesbiennes qui avaient estimé que les femmes bi, ça n'existait pas, c'était pas des vrais alliés, c'était voilà. Et donc, du coup, ça a donné un cercle bi qui a sorti un journal Bicause et quelques mois après, c'est devenu l'association Bicause. Voilà. Alors, parle-nous de son évolution en 25 ans. Alors, il y a eu des tas de phases, mais dès le début, c'était mai 97, en juin, on était à la Marche des Fiertés. À la fois pour la visibilité et en lien avec les autres associations du mouvement LGBT, enfin LG à l'époque. Donc voilà, il y a eu beaucoup de colloques, beaucoup d'activités. Ce qu'il y a de marrant, c'est qu'on continue à faire des activités mensuelles qui sont issues de cette période 96-97. Quasiment avec la même régularité. Donc il y a du changement dans la continuité. Mais je peux parler du changement. Les lundis, je crois bien, les lundis étaient dédiés à Bicause parce que personne n'en voulait. Voilà. Et là, je me suis partagé en deux. Enfin non, c'est pas grave. Parce que c'est lundi et c'est une soirée Bicause aussi. Voilà. Alors il y a eu des évolutions, mais des évolutions aussi donc Bicause, bisexualité, et on parle aussi de pansexualité. Est-ce que tu peux préciser la subtilité entre les deux ? Oui. Et je dirais déjà, auparavant, en 2012, l'inter-LGBT nous intègre vraiment, notamment dans les revendications, et le centre LGBT de Paris et d'Île-de-France nous intègre dans son conseil d'administration. Je dis ça, c'était il y a 10 ans. Voilà. Et en 2016, on a été aiguillonné, notamment par les amis du MAC Jeune LGBT, qui avait créé un cercle B, bisexualité, pansexualité. On a décidé, en 1 an de temps, de tout relooker autour du thème bisexualité, pansexualité. Alors, pour dire quoi ? Pour dire que la bisexualité ne changeait pas dans notre définition, c'est être attiré par plusieurs genres, pas être attiré par les hommes et les femmes, être attiré par plus d'un genre. Donc en intégrant les personnes non-binaires, etc. Et quelle définition on a trouvé de la pansexualité ? Être attiré par la personne sans considération du genre de la personne. Entre les deux, la frontière, elle est poreuse. Je connais des gens qui sont d'abord affirmés comme bi et qui se retrouvent mieux dans l'affirmation pan. Et puis la jeunesse s'affirme de plus en plus sous les couleurs pan. Alors, bisexualité ou pansexualité est souvent invisibilisée. Voilà. Et justement, il y a une étude aussi, parce que pire que l'invisibilisation, c'est aussi la violence, la biphobie, la panphobie. SOS homophobie, ils travaillent aussi maintenant dans les rapports de SOS homophobie, il y a un chapitre consacré, et je crois que vous avez travaillé sur une étude, un travail d'étude sur ces sujets-là. Alors, premièrement, le rapport de SOS homophobie intègre un chapitre biphobie depuis 2014, et ce qu'on voit régulièrement arriver, c'est le fait que la biphobie, c'est avant tout un mal de vivre, plus que des agressions physiques, par exemple. Encore que, pour les femmes bi, c'est une circonstance aggravante. Et ça, on le voit aussi dans l'enquête biphobie qu'on a faite avec SOS Homophobie. On a recueilli les données, le rapport est en cours de finalisation et sera bientôt disponible et utilisable pour ces différentes facettes, y compris de la santé, par exemple. Oui. Et puis chaque année, le 23 septembre, c'est la journée internationale de la bisexualité. J'en ai parlé, on l'a annoncé ici. Et on peut parler aussi du 12 octobre où il y a une soirée organisée avec Shams France. Voilà, alors Shams France, qui est l'association des personnes originaires du Maghreb et du Moyen-Orient, LGBT, nous a dit on veut faire quelque chose pour la journée internationale de la bisexualité. Quand je lui ai décrit mon agenda, il a dit on reporte à octobre. Donc on a trouvé la date du 12 octobre. D'ailleurs, ça s'inscrit dans la semaine parisienne de lutte contre les discriminations, donc ça va très bien. Et effectivement, il y a une table ronde avec des personnes concernées, qu'elles soient dans l'association ou en tant que vaguement experte, moi-même pour Bicause. Bon. Ça, c'est donc après-demain.
Très bien, donc si on peut y aller, on vous invite. À la maison des associations, anciennement du 3e arrondissement rue Perret, à côté de la mairie de Paris-Centre. Donc rendez-vous le 18, effectivement je serai présente. Super. Et donc c'est pas très loin d'ici, à la Foisonnante, dans le 18e arrondissement. Et on avait reçu cet été, je crois, ou en fin de saison, Yann Alexander et Christophe Madrol, où chacun a un nouvel album, et donc ils seront présents. Et Christophe a sorti un nouvel album justement pour fêter ses 10 ans de coming out Pan, qu'il a fait en 2012 sur le blog du Nouvel Obs. Et c'est lui qui nous a incité, personnifié justement notre ouverture explicite à la pansexualité qui était implicite jusque-là. Because, il y en a partout en France ? Voilà, on aimerait bien. Ouais. Peut-être qu'avec le rapport, justement, je vais arriver à faire des petits... Non, il y a quelques groupes. Il y a un groupe actif au niveau de Nantes. Et il y a des collectifs qui peuvent se former autour de Lyon en particulier. Mais pour l'instant, c'est avec nos 110 adhérents. Donc il faut croître et embellir et se développer en région, oui, tout à fait. Mais de temps à autre, on fait appel à vous dans des villes de France, en province pour... J'étais le samedi 24 septembre, donc entre le 23 et la marche du 25 septembre, j'étais à Reims à l'appel de l'association locale qui s'appelle Execo et qui était très sympathique. Et ça s'inscrit aussi dans des mouvements internationaux où il y a des réunions internationales d'échanges, où d'ailleurs j'avais participé pour Because. Tout à fait. Et c'est très intéressant d'échanger ensemble, de voir comment ça se passe dans différents pays. Et depuis peu, Because fait partie de l'IGLIO, c'est-à-dire l'association internationale de jeunesse LGBT, notamment en Europe. Pour revenir un peu sur vos chroniques, rappelle-nous le titre de ta chronique, Annabelle. McCullers et moi de Jen Chap. Pardon, excusez-moi. Elle va retrouver ses fiches, Annabelle. De Jen Chaplin aux éditions Le Portrait. Ton invité ce soir, David, c'était Nella Banfi, productrice du film Les Nuits Fauves. Et j'espère que nos auditeurs et auditrices ont apprécié quand même le sens de la mise en scène, la façon dont Valérie Beau est apparue dans le studio. Au moment où on la citait, vraiment, on s'y attendait pas. C'était absolument incroyable. Effectivement, donc ça fait plaisir parce qu'on va entendre parler de ce film pour les 30 ans de... On espère effectivement que Nella Banfi et les gens qui travaillent sur le film et qui ont les droits vont pouvoir effectivement organiser, prévoir une ressortie. En attendant, les DVD existent, donc vous pouvez aller foncer sur les DVD. Nella, d'ailleurs, qui fait une petite apparition dans le film, dans le rôle d'une vendeuse très désagréable. Il était tout petit quand le film avait été sorti. Étienne Bonpéfam, ta chronique ce soir, c'était sur l'actualité à travers le monde. Et toi ? Et moi, Antoine, et moi, c'était sur le concept d'homophobie d'État appliqué à la France. C'est fini pour ce soir. La semaine prochaine, le lundi 17, nous aurons de nombreux invités encore une fois. Denis Quinqueton viendra parler de son livre sur la loi de Vichy réprimant l'homosexualité. Un livre très très intéressant. Merci, ça va tout à fait avec ta chronique. Et tu reviendras donc, Antoine, la semaine prochaine. C'est fait déjà. Merci pour être fidèle à notre rendez-vous. À très vite, portez-vous bien, passez une très bonne semaine. Ciao, ciao. Calling me, oh, 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 oh. Somewhere on the earth, someone is growing with me. Somewhere in the air, someone is flying to me. You know, it's so hard to believe in miracles. You know, it's so hard to believe in everything. Somewhere in the rain, someone is crying with me. Somewhere in the sun, someone is burning for me.
Cette émission est maintenant terminée, mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.